Bonjour et ravi de vous retrouver pour cette édition du 13h à la une. Ce jeudi, les commémorations de cet appel qui a changé l'histoire. Il y a 80 ans, le général de Gaulle appelait à la résistance contre l'Allemagne nazie. Des cérémonies sont prévues toute la journée en France et à Londres, nous dira Valérie Astruc. La confusion et le décalage entre les annonces d'Emmanuel Macron sur le retour obligatoire de tous les élèves à l'école et au collège dès lundi prochain et la réalité du terrain. Non, tous ne seront pas accueillis comme avant, nous le verrons. Un secteur dans le rouge, le maquillage avec le confinement, le télétravail et les masques. Les ventes de rouge à lèvres surtout se sont effondrées. De nouvelles tendances et habitudes apparaissent, on mise tout sur les yeux et les ongles. Enfin, cette nouvelle alerte sur notre alimentation. Dans notre assiette, toujours trop d'aliments transformés. 60 millions de consommateurs à enquêter. Comment manger sans s'empoisonner? Nous en parlerons avec Margot Subra-Gomez. C'est donc un anniversaire majeur dans notre histoire. On commémore aujourd'hui les 80 ans de l'appel du 18 juin prononcé par Charles de Gaulle sur les ondes de la BBC. Des cérémonies ont eu lieu ce matin aux Invalides et au Mont-Valérien. Vous les avez suivis en direct sur notre antenne. Les temps forts avec Julien Gasparuto et Sébastien Plista. En cette journée de commémoration, Emmanuel Macron choisit d'abord de se rendre aux Invalides pour y rencontrer un homme. Hubert Germain, bientôt centenaire, l'un des derniers compagnons de la libération du général de Gaulle. J'avais à choisir entre de Gaulle et Pétain, j'ai préféré de Gaulle. Cet ancien légionnaire a rejoint Londres une semaine après l'appel du général. Aux côtés d'Emmanuel Macron, il évoque le sens du sacrifice. On ne peut pas vivre uniquement réclamant des droits. Il y a aussi des devoirs, et ces devoirs, il faut s'y soumettre. Quel qu'en soit le prix. Le chef de l'État se rend ensuite au Mont-Valérien, principal lieu d'exécution des résistants pendant la guerre. En compagnie du Premier ministre et de la ministre de la Défense, Emmanuel Macron passe en revue les troupes avant d'écouter une lecture de l'appel du 18 juin. La flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Dans la crypte, où reposent 16 résistants, le chef de l'État échange ensuite avec 2 de leurs arrière-petits-enfants pour évoquer la transmission. Ils ont tous porté un morceau de cet esprit français, y compris quand tout autour d'eux s'effondrait. Et c'est ça dont vous êtes les dépositaires, dont nous sommes les dépositaires. Ce matin, Yves de Gaulle, petit-fils du général, était présent. Il était déjà là le jour de l'inauguration du mémorial il y a 60 ans. J'avais 9 ans et je m'en souviens assez peu parce que j'étais parqué là-bas sur les gradins. J'ai vu mon grand-père de très très loin entrer et sortir de la crypte. C'est pour moi aussi un anniversaire. Image forte de cette matinée, dans le ciel parisien, la patrouille de France, suivie d'avions britanniques, symbole de l'amitié entre les deux pays. Et en direct du Mont-Valérien, on va retrouver Valérie Astruc. Valérie, ces commémorations vont maintenant se poursuivre à Londres. Oui, premier déplacement à l'étranger après le confinement pour Emmanuel Macron dans les pas du général de Gaulle. Il échappera donc exceptionnellement à la quatorzaine imposée aux voyageurs français. Premier temps fort, la visite au prince Charles, puis la remise à la ville de Londres de la Légion d'honneur. Londres qui accueillit évidemment le général. Il visitera aussi les appartements du général de Gaulle et dans son discours, l'unique discours d'Emmanuel Macron, il rendra évidemment hommage au grand homme avec une phrase, le rebelle de Londres qui emporta avec lui l'esprit français, un leitmotiv dans la bouche d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui redira aussi la célèbre phrase de l'appel à la BBC, la France n'est pas seule, répétée 3 fois. Cette phrase qu'on a entendue aussi ici au Mont-Valérien. Et puis la jonction entre les deux cérémonies, c'est la patrouille de France avec la patrouille britannique, les Red Arrows, qui ont survolé ici le Mont-Valérien ce matin et qui survoleront cet après-midi la ville de Londres. Tout un symbole évidemment, malgré, en dépit du Brexit. Effectivement, merci beaucoup Valérie Astruc. Concernant l'emploi, c'est la dernière mauvaise nouvelle annoncée face à l'effondrement du trafic aérien.
Air France va supprimer 8 000 à 10 000 postes d'ici à 2022, jusqu'à 20% des effectifs. Ce matin, Bruno Le Maire a demandé à la compagnie qu'il n'y ait pas de départ contraint. Agnès Giraud-Carlier, Corentin Fouchard et Sarah Lerche. La première compagnie française s'apprête à tailler drastiquement dans ses effectifs. Entre 8 000 et 10 000 postes devraient être supprimés, soit jusqu'à 20% du personnel. Une conséquence directe de la crise du coronavirus. Toutes les catégories de salariés seraient menacées. En première ligne, les personnels au sol, 6 000 postes, les hôtesses de l'air et stewards, au moins 2 000 postes, et près de 400 chez les pilotes. Ce matin au siège, la nouvelle inquiète, notamment cette chef de cabine. Elle travaille pour Air France depuis 30 ans. J'ai bientôt 58 ans, et donc si je suis dans le plan, c'est moi la première, quoi. Ça vous inquiète ? Ben oui, ça inquiète. Parce que moi, j'adore mon métier, j'adore venir voler, c'est ma passion, c'est ma vie, quoi. Les départs devraient se faire sur la base du volontariat, avec des incitations financières. Je sais pas, je suis dubitatif. Je suis inquiet, dubitatif, bien sûr. Il n'y a pas de surprise. Maintenant, ce qu'on ne connaît pas, c'est les conditions que va proposer l'entreprise. La filiale Hop d'Air France devrait être la plus touchée. Mais ce matin, le ministre de l'économie met en garde la compagnie. Je demande à Air France qu'il n'y ait pas de départ forcé. Je crois que c'est ça la ligne rouge importante, qu'il n'y ait pas de départ contraint chez Air France. Contacté, la direction n'a pas souhaité commenter ces annonces. Selon les syndicats, Air France devrait dévoiler le nombre exact d'emplois concernés le 3 juillet, à l'issue de la phase de concertation avec les représentants du personnel. L'actualité, c'est aussi ce décalage qui se confirme entre la réalité du terrain et les propos d'Emmanuel Macron qui a annoncé le retour obligatoire de tous les élèves à l'école et au collège à partir de lundi prochain. Concrètement, non, ce sera plus compliqué. De nombreux établissements n'y arriveront pas. D'ailleurs, ce matin, Jean-Michel Blanquer a précisé la philosophie de cette reprise. Emmanuel Lagarde, Liane Courtet et Georges Pinol. Le retour en classe comme avant, ce n'est apparemment pas pour tout de suite. Ces derniers jours, beaucoup de parents d'élèves ont reçu ce genre de message. Nous gardons le fonctionnement des groupes en demi-journée. L'emploi du temps actuel reste valable. Pas de demi-pension. Une reprise en demi-teinte qui suscite la colère de la FCPE. La principale fédération des parents d'élèves incite ses adhérents à saisir la justice si leur enfant n'est pas pris en charge à plein temps. Mettons en disposition de tous les parents qui le souhaitent un kit juridique en téléchargement libre, payé intégralement par les cotisations des parents de la FCPE, de façon à ce qu'ils puissent aller au tribunal d'administratif pour qu'aucun enfant ne se retrouve sur le carreau lundi matin à l'heure d'ouverture des classes. Entre le souhait du chef de l'État et le nouveau protocole sanitaire, les chefs d'établissement se disent bloqués. Les salles de classe ne sont pas forcément assez grandes pour respecter la nouvelle distanciation physique d'1 mètre latéral. Certes, il est possible d'y déroger si les élèves portent un masque, pas si simple. En théorie, oui, mais ça, on ne le sait que depuis hier soir. Et je répète, on a toujours, par ailleurs, un décret qui ne nous dit pas ça. Donc, ce qu'on demande au ministère, et j'ai encore insisté ce matin, c'est que les textes réglementaires, qui en gros sont la base sur laquelle les fonctionnaires d'État peuvent s'appuyer, soient mis à jour. Il ne reste que 3 jours pour résoudre cette délicate équation du retour à l'école. Autre actualité de la matinée, des arrestations dans la communauté tchétchène après les violences à Dijon. Caroline Arnold, des interpellations dans plusieurs villes. Vous êtes, vous, à Saverne, dans le Bas-Rhin. Oui, Saverne, où selon nos informations, un homme d'origine tchétchène aurait été interpellé tôt ce matin. L'une des cibles d'une vaste opération de police menée conjointement par les hommes du RAID et de la BRI. Des arrestations, mais aussi des perquisitions ici à Saverne donc, mais aussi à Dole, Troyes, Saint-Étienne ou Dijon. 6 hommes ont finalement été placés en garde à vue, soupçonnés d'avoir participé aux expéditions punitives du week-end dernier à Dijon pour venger l'un des membres de leur communauté, alors qu'elle a été le rôle exact de ces hommes dans les événements, l'enquête devra le déterminer. Une enquête ouverte par le procureur de Dijon, notamment pour tentative de meurtre en bande organisée ou encore violence aggravée.
Merci Caroline pour ces précisions. Dans le contexte de dénonciation du racisme et des violences policières, Human Rights Watch, qui enquête sur des abus commis à travers le monde, publie un rapport qui accable la France sur les contrôles aux faciès. C'est un débat récurrent dans notre pays. L'ONG demande à Emmanuel Macron des réformes concrètes et rapides. Laurence Naon, Carole Coelho et Claire-Marie Denis. Charles, en veste kaki, a grandi à Saint-Denis. Impossible pour lui de comptabiliser le nombre de contrôles policiers dont il a fait l'objet. Il nous raconte que cela pouvait aller jusqu'à 5 ou 6 par semaine, avec certaines fois un sentiment d'humiliation selon lui. Parfois on était posé au bord de la route qui longe le quartier. Ils sont passés en voiture et ils ont jeté une peau de banane. D'après vous, pourquoi une banane? Peut-être qu'ils nous considèrent comme des singes, mais bon. Il se souvient aussi de contrôles particulièrement musclés et dénonce ce qu'il qualifie de méthodes dégradantes. Ils nous font écarter les jambes, ils nous fouillent au niveau des cuisses, des fois des fesses, ils nous touchent les parties intimes. D'après eux, ils cherchent de la drogue et des armes. Mais on ne devrait pas être assimilé par rapport à notre couleur de peau à toutes ces choses-là en fait. Dans le contexte de manifestations contre les violences policières, l'ONG Human Rights Watch rend public un rapport sur ce qu'elle appelle les contrôles aux faciès. Pendant plus d'1 an, 90 hommes et garçons ont été interrogés. Parmi eux, de très jeunes enfants témoignent. J'ai été contrôlée 2 fois. La première fois, c'était à l'âge de 9 ans, 10 ans. L'ONG parle de contrôles discriminatoires et abusifs. Ce sont des contrôles qui visent particulièrement des hommes et des garçons noirs et arabes, particulièrement les personnes qui vivent dans des quartiers défavorisés. Et ce sont des contrôles qui souvent n'ont aucune base, aucune motivation ou raison objective. C'est du profilage racial ou ethnique. Les syndicats policiers réfutent ces accusations. Moi qui suis sur le terrain tout le temps, qu'il n'y a pas de systémie de contrôle aux faciès. Je précise que le contrôle d'identité, il est régi par le code de procédure pénale et le code pénal. Ce qu'il ne faut pas, c'est en faire une généralisation. Ceux qui ont tendance à faire malheureusement ce genre d'association. L'association de défense des droits de l'homme réclame une meilleure traçabilité et préconise que chaque contrôle policier soit consigné par écrit sur un récépissé. Ces images des dégâts provoqués par des coulées de boue du côté de Cambrai, dans la commune de Paillencourt hier soir, l'eau et la boue sont entrées dans des maisons, dans des caves. Une partie du village a été touchée. Dès ce matin, vous le voyez, les sinistrés ont commencé à tout nettoyer. Cela devrait durer pour eux plusieurs jours. Ce jeudi, on retiendra aussi l'appel aux dons lancé par la SNSM. Les sauveteurs en mer ont besoin d'argent. Ils organiseront 2 grandes journées de mobilisation et de récolte de fonds à la fin du mois. Le sauvetage en mer, on en a beaucoup parlé il y a 1 an avec le drame au Sable d'Olonne, à Lancieux, près de Saint-Malo, pas comme le Mat et Guy Sabin. L'alerte a été lancée. En mer, un équipage est en difficulté. L'hélicoptère de la sécurité civile est en approche. Sur un bateau en mouvement, un passager doit être évacué en urgence. Ceci est un exercice. Après 3 mois de confinement, les sauveteurs de la SNSM ont repris l'entraînement. Christelle Broustet est secrétaire scolaire et sauveteur bénévole. 2 fois par semaine, elle doit suivre ce type de formation. Aujourd'hui, c'est d'être à la bonne place pour ne pas se déranger. Il faut être efficace. C'est tout le temps le souci d'efficacité pour être les meilleurs et les plus rapides possibles en cas d'intervention. La formation, le matériel, l'entretien de la vedette, le sauvetage en mer a un coût. Dans cette station de Lancieux, près de Saint-Malo, c'est un budget annuel de 36 000 €, un financement particulièrement menacé cette année. Avec le Covid, là, c'est vrai que c'est super compliqué. Habituellement, on fait une grosse manifestation le 14 juillet qui nous permet de faire rentrer une grosse partie de nos finances. Cette année, on ne pourra pas le mettre en place. On sera incapable de gérer le geste barrière. Et la SNSM est face à un dilemme. Dans les 10 années à venir, elle va devoir renouveler la moitié de sa flotte, soit 140 bateaux, une facture de 100 millions €. Malgré plusieurs projets de loi, le financement de cette association repose toujours sur la générosité. La SNSM, c'est quand même 80% de dons. Sans dons, on ne peut pas fonctionner. Donc même sur cette période un petit peu compliquée, il faut continuer à donner, puisque nous, on continue à s'entraîner, on continue à être disponible sur l'eau, on continue à être opérationnel. Cet été, 8000 bénévoles vont poursuivre leur mission masque au visage
Chaque jour, la SNSM fait en moyenne une centaine d'interventions, de la plage jusqu'au large. On en vient à ce secteur dont on a peu parlé jusque-là et qui pourtant s'effondre. Le maquillage, le confinement, le télétravail et les masques ont sérieusement fait chuter les ventes de certains produits et révélé, vous allez le voir, de nouvelles habitudes. Éléonore Bailly, Frédéric Bazille. Avec la fin du confinement et la reprise de l'activité, il a fallu recommencer les gestes du quotidien. Premier constat pour des millions de femmes, avec le port du masque, la routine beauté s'annonce plus compliquée. Dans ce magasin, les employés passent leur journée à remettre en rayon des crayons pour les yeux. Car avec un visage caché une partie de la journée, c'est sur eux que se concentrent les clientes. Je vais maquiller vraiment que cette partie du visage. Et je ne vais pas du tout mettre de fond de teint ou de labello, quoi que ce soit en fait. Parce que les gens ne vont pas voir en fait ce que je fais. Je trouve ça un peu inutile. Pour faire un effet, c'est-à-dire pour qu'il y ait un contraste quand même entre le visage, en fait les yeux et au niveau des lèvres, donc c'est un peu plus compliqué, oui. Résultat, au mois d'avril, les achats maquillage ont chuté de 88%, passant de 175 à 22 millions d'euros. Sans surprise, ce sont les rouges à lèvres qui souffrent le plus, moins 58%, quand le maquillage pour les yeux s'envole. Les femmes continuent de se maquiller, mais en prenant en compte la période qu'elles viennent de traverser. On a l'air peut-être un petit peu malade avec le port du masque. Et donc tout ce qu'on cherche, c'est de la luminosité, des reflets, vraiment beaucoup plus de bonne mine au final. Les produits qui ont le plus la cote, ce sont des textures non transfert, celles qui ne marquent pas un tissu. La gamme soins naturels est aussi plébiscitée. On a traversé le Covid sans tomber malade et on veut le montrer. Bien là, aujourd'hui, on va essayer de se dire qu'est-ce que je peux renvoyer comme image de moi avec mon masque. Comment je peux encore exprimer une personnalité et quelque chose de fort. Dernier produit à tirer son épingle du jeu, le rouge à ongles, plus 24%. Une manière de continuer à se sentir belle malgré la période. Et du côté des restaurants, la reprise se confirme et Rungis s'éveille à nouveau. Ça y est, le gigantesque marché de gros de produits frais voit son activité repartir. Le ventre de Paris et de la France, comme on l'appelle souvent, redémarre doucement. Olga Lévesque et Sylvain Giom l'ont constaté. Elles retrouvent leurs allures de fourmilières, les halles du plus grand marché de gros français. La réouverture totale des restaurants parisiens lundi dernier accélère la reprise. Stéphane Milan est chef d'un restaurant en banlieue parisienne. Cet habitué des lieux revient choisir ses produits 3 fois par semaine. On commence à reprendre gentiment, en fin de compte, nos habitudes et les quantités. On essaye encore de limiter, on ne charge pas trop. Je préfère revenir vendredi, voire samedi, pour faire le complément. Un retour qui ravit quand même son grossiste en fruits et légumes, dont l'activité avait chuté de 70% pendant le confinement. Ça fait plaisir de les revoir, en effet. Nous, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a vraiment le rayon qui va avec la restauration. Mais sinon, les autres rayons ont très bien travaillé pendant le Covid-19. Nous, un peu plus compliqué, ouais. C'est un peu dur. Primeur, épicerie fine aussi, le chef fait le tour de ses fournisseurs. Mais pas question de faire le plein, la reprise est en demi-teinte. Son restaurant ne réalise que la moitié des 140 couverts habituels. Là, on est le 15, on est à peine à 35-40% du chiffre d'affaires total par rapport à l'année dernière. La cave de son fromager ne s'est toujours pas remplie. Preuve pour le restaurateur que les commandes sont toujours insuffisantes. Là, quand on voit tous ces étalages de planches complètement vides, ça nous montre bien le ralentissement, l'arrêt complet des restaurants et de l'activité. Une activité aussi réduite pour ces négociants en fruits et légumes. Leurs clients, les restaurants gastronomiques. Alors, depuis le déconfinement, ils ne réalisent que 40% de leurs ventes. Et sans touristes, la directrice n'espère pas de retour à la normale avant au moins 1 an. Les frontières sont en cours de réouverture. L'hôtellerie ne prévoit pas une grosse activité estivale, contrairement aux années habituelles. Paris étant une ville très touristique, ça s'en ressent tout de suite. Certains secteurs, comme la poissonnerie, restent durement touchés. Mais à Rungis, l'activité a repris à 80%. Et sur ce que l'on mange, voilà que le magazine 60 millions de consommateurs lance à nouveau une alerte. Margot Subra-Gomez, il y a toujours dans notre assiette trop de produits transformés. Oui, et avec le confinement, on a peut-être même eu tendance à en manger un peu plus que d'habitude. Par exemple,
90% des ingrédients du petit déjeuner sont ultra transformés, comme les biscottes, les céréales, le granola. Alors pour les débusquer, ces substances, quelques astuces. Plus la liste d'ingrédients est longue, plus il y a de risques que vous soyez face à un produit ultra transformé. Intéressez-vous aussi à la présence d'additifs. Vous les connaissez, ce sont les fameux E400, E300, E500, des conservateurs, des colorants qui vous indiquent que l'aliment a été modifié. Mais pourtant, ces derniers temps, des industriels ont quand même fait des efforts sur la qualité nutritionnelle. Oui, mais c'est vrai, attention, ce peut être parfois un argument de vente. Prenons l'exemple du jambon. Vous les avez peut-être remarqué, des jambons qui affichent désormais l'étiquette sans nitrite. C'est la substance qui leur donne leur couleur bien rose. En théorie, c'est donc plus sain. Mais en réalité, la recette a juste remplacé le nitrite de sodium par les nitrites végétaux issus de betteraves ou de céleri déshydratés. Donc on ne peut toujours pas se fier aux étiquettes. Et en tout cas, ce n'est pas toujours simple de les déchiffrer. Non. Une sauce tomate, par exemple, qui affiche cuisinée en Provence. Mais derrière le pot, on se rend compte en fait que les tomates, les oignons viennent de diverses origines de l'Union européenne. Pour y voir plus clair, vous avez le Nutri-Score, cette barre de couleur qui est rapide, facile à lire, qui indique la qualité des aliments. Eh bien, elle va devenir obligatoire à partir de janvier 2021. Une enseigne de la grande distribution va même lancer le Franco-Score. Il indiquera le pourcentage d'ingrédients d'origine française. Eh bien, merci beaucoup Margot. On poursuit avec la fin des 9 mois de travaux de la Convention citoyenne pour le climat et Emmanuel Macron qui se redit favorable à un référendum sur quelques mesures. Dimanche dernier déjà, il en a poussé certaines. Le chef de l'État veut accélérer la rénovation thermique des bâtiments. Comment ? Reportage sur un dispositif qui accompagne les propriétaires qui veulent se lancer dans ce genre de travaux. Françoise Vallée, Noé Salem. Dans cette maison, une dizaine d'artisans est à l'œuvre. Double vitrage, isolation des sols, des murs, pose d'une ventilation, d'une chaudière à condensation. Voilà, garantie 50 ans. Ces artisans sont formés pour travailler ensemble sur la rénovation énergétique globale des maisons. C'est le principe du dispositif Doremi. Ce qui serait bien, c'est savoir quand est-ce que tu serais OK pour le chauffage, pour qu'on puisse débarrasser au niveau du planning. C'est pas chacun pour soi, c'est une équipe et c'est beaucoup plus agréable pour tout le monde. L'intérêt pour les artisans de travailler en collectif, c'est de pouvoir proposer à leurs clients des travaux qui soient à la fois de bon sens, bien coordonnés, et de pouvoir proposer une performance à la fin, une très haute performance de la maison. Le groupe désigne un pilote de chantier afin de simplifier la vie du client. Du coup, il n'a pas besoin de coordonner son chantier lui-même, donc de courir après l'électricien, après le plombier, après l'isolateur, le plaquiste, les joints, la peinture, dans quel sens je vais. Non, ça, il ne s'en occupe pas. Un accompagnement gratuit pour les travaux, mais aussi pour le financement, sans lequel ces propriétaires ne se seraient jamais lancés. Tiens, regarde, il a posé le radiateur avec les pieds, ça y est, ouais, en fonte. C'est rassurant. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, quand on demande certaines aides et que ça bloque, ça prend du temps, eh ben on peut appeler, ils nous aident, ils nous accompagnent, on n'est jamais tout seul. Fini le parcours du combattant. Ici à Valence, tous les organismes d'aide sont au même endroit. L'agglomération supervise le dispositif qui contribue au développement économique du territoire. On évite par là même que ce soit des majors qui s'accaparent le marché de la rénovation des maisons individuelles qui revient plutôt aux petites entreprises du bâtiment. Afin de restaurer la confiance, la performance énergétique est systématiquement vérifiée avant la fin des travaux. Pour cette maison de 1959, sans aucune isolation, les factures de gaz étaient à plus de 2 000 € par an. La rénovation globale a permis de réduire la consommation de chauffage de 87 %. Et par mois, du coup, ça fait à peu près ? À peu près 34 € par mois. 34 € par mois, ok. C'est super. Ça a coûté 56 000 €, mais on a eu plein d'aides. Et finalement, ce qui nous restait, nous, à financer, c'était 30 000 €. Je suis propriétaire et que je rembourse en emprunt au lieu de payer du gaz. Donc à la fin, j'ai ma maison isolée et très agréable à vivre. Ce dispositif de rénovation globale existe déjà dans une vingtaine de départements. En France, plus de 8 millions de maisons énergivores construites avant 1975 ont besoin d'être isolées. Et voilà pour ce reportage que nous avions tourné avant l'épidémie. Cette alternative à présent qui intéresse encore plus en ce moment avec la crise sanitaire que nous avons subie. Et si nos aînés étaient davantage accueillis dans des familles plutôt qu'en EHPAD? On connaît peu ce modèle. Illustration dans le Tarn-et-Garonne avec Carole Guillon et Jean-Michel Mière. Je vous ai fait ce que vous n'aimez pas. Ah si, j'aime bien. Un repas familial banal en apparence,
Pourtant, Janine Le Goff et Jacques Hébrard ne sont pas chez leurs enfants, mais en famille d'accueil. Janine Le Goff a choisi de venir vivre ici il y a 3 ans, plutôt qu'en maison de retraite. Un choix qu'elle ne regrette pas. Le fait qu'on mange avec la famille qui nous reçoit, on fait partie de leur vie. Et dans les EHPAD, c'est pas pareil. Je suis d'accord avec Janine. Si vous n'êtes pas un gars, vous êtes à côté de moi. Hein. Solange et Yves Ballanger sont famille d'accueil depuis 6 ans. Pour eux, plus qu'un métier, c'est un engagement total dont il faut avoir conscience. Là, c'est un sacrifice, c'est-à-dire on reste bloqué chez soi. Voilà. Là, c'est jour, nuit, on est là tout le temps. On ne peut pas dire, tiens, on va partir faire une croisière ou n'importe quoi, mais c'est un choix qu'on a fait et on assume. En dehors des repas, ici, aucune contrainte d'horaire, chacun vit à son rythme. À 85 ans, Janine Le Goff savoure cette liberté. On fait ce qu'on veut, on est libre. Si j'ai envie d'aller me promener, je vais me promener dehors. Si j'ai pas envie, je reste là. Je suis libre. Et ça, c'est beaucoup la liberté quand on prend de l'âge. Le prix de l'hébergement varie selon les cas. Par exemple, Jacques Hébrard dépense 2165 € par mois, charges comprises. Solange Ballanger, elle, perçoit 1800 €, mais sa motivation est ailleurs. Il m'apporte toujours quelque chose, autant l'un que l'autre. Et pour moi, c'est une grande richesse, plus que la paye. Parce que si je ne les avais pas, des fois... Non, et puis de toute façon, comme je vous ai déjà dit, moi, ma vie, c'est ça. C'est eux. Bonjour. Leurs enfants viennent très régulièrement leur rendre visite. Pour eux, cette formule est idéale. Je préférais qu'elle soit effectivement avec Solange, avec une attention particulière au niveau des repas, une attention particulière au niveau des soins, de la toilette, du ménage, et qu'elle soit tranquille. Ça fait 70 ans qu'il habite sur ce village. On habite à 2 km, nous. Donc c'est l'intérêt de ces familles d'accueil qui ont des structures très locales. Et effectivement, je dis vraiment que s'il y en avait plus, ça serait bien, parce qu'on pourrait garder les gens dans leur environnement d'habitude. Il existe aujourd'hui environ 9500 familles d'accueil réparties dans toute la France. Oui, ce genre d'initiative, vous en trouvez aussi souvent dans vos journaux, au plus près de chez vous. Alors, un peu moins aujourd'hui, 18 juin oblige, les unes de la presse régionale du jour avec Samuel Etienne. Un coup d'œil à la presse en région, beaucoup de unes aujourd'hui sur les 80 ans de l'appel du 18 juin. C'est la une du Télégramme, notamment cet appel qui changea l'histoire. D'autres unes, je vous le disais, le Dauphiné libéré se demande aujourd'hui ce qu'il reste de ce 18 juin, de cet esprit. Même question en une des dernières nouvelles d'Alsace. Ici, d'ailleurs, qui ne parle pas de l'appel, mais du rappel du 18 juin et se demande ce qu'il reste de l'esprit du Conseil national de la résistance, des avancées sociales et républicaines notamment. Et l'Est éclair se pose une autre question. Est-ce qu'il n'y a pas récupération de l'héritage politique du général de Gaulle? L'Est éclair qui souligne que de l'extrême gauche à l'extrême droite, nombreux sont les responsables politiques qui revendiquent cet héritage. À la une, regardez La Voix du Nord, le retour obligatoire à l'école à compter de lundi et ce qui va changer, mais aussi les municipales. La Voix du Nord, on est à Lille avec ce suspense total, nous dit le journal. C'est très serré, d'après un dernier sondage IFOP, entre la maire sortante Martine Aubry et Stéphane Bally, l'écologiste. Et puis, la fête de la musique. Oui, c'est dimanche, dans des conditions un peu particulières. Presse Océan parle ainsi d'une fête de la musique pleine d'interdits. Conditions sanitaires obligent. Mais il y a des initiatives plutôt sympas, comme celle-ci évoquée par la République des Pyrénées. On est à Pau. La musique viendra à vous. Pourquoi ? Parce qu'à Pau, dimanche, des camions plateaux vont parcourir les rues avec des musiciens sur ces camions. Une manière, nous explique le journal, d'éviter les attroupements. Et avant la fête de la musique, restons encore un peu sur ce 18 juin, parce qu'en plus de celui de 1940, il y en a un autre qui est resté célèbre dans notre histoire. 18 juin 1815, la bataille de Waterloo, une défaite cinglante pour l'armée française et pour l'empereur Napoléon. Un événement dans le rétro avec Valérie Lerouge. Quelques hectares de verdure, 6 armées et plus de 10 000 morts en seulement quelques heures. La fin de l'empire de Napoléon s'est jouée ici même, à Waterloo, le 18 juin 1815. L'empereur est de retour de son exil de l'île d'Elbe. Il a rassemblé son armée et la dirige vers Bruxelles, déterminé à infliger une défaite cinglante à l'ennemi. Sur sa route, un petit village qui restera à jamais dans l'histoire. Waterloo, défendu par
Des Néerlandais, des Belges, des Allemands et des Anglais, commandés par le duc de Wellington. Napoléon, il est ici en supériorité numérique par rapport aux troupes de Wellington, mais il a quand même plusieurs désavantages. Déjà le temps, puisqu'il veut faire jouer son artillerie, mais la journée du 17, il pleut considérablement toute la journée. Et le 18, bien entendu, on retarde l'affrontement à cause de la pluie accumulée la veille. Vers 11 h, il attaque enfin les positions anglaises. Les Alliés résistent aux charges de l'armée impériale. Des milliers de soldats y laissent leur vie. Vers 18 h, l'empereur joue son va-tout. Il envoie la garde impériale, réputée pour ne jamais reculer. Trop tard. Les Prussiens, alliés des Anglais, prennent Napoléon en tenaille. C'est la débâcle. Les Français battent en retraite. L'empereur parvient à s'enfuir de justesse. Il abdique 3 jours après et se rend aux Anglais. 2 siècles plus tard, Waterloo commémore fièrement ce tournant de l'histoire. 350 000 visiteurs chaque année. Vive l'empereur ! Le 2e site touristique de Belgique. Les reconstitutions attirent de nombreux Français passionnés d'histoire et un brin nostalgique. Est-ce que le soldat Moustache est par ici? Moustache, on m'a dit que vous aviez combattu vaillamment. Oui. J'ai décidé de vous nommer légionnaire. Légionnaire de ma Légion d'honneur. Je suis content de vous. Côté français, la défaite semble encore amère. En 2015, pour le bicentenaire, alors que l'Angleterre est représentée par le prince Charles pour assister aux commémorations, la France se contente d'y envoyer l'ambassadeur. Et quand la Belgique a voulu éditer une pièce de 2 € avec une face commémorant la bataille, elle s'est heurtée à un refus catégorique de la France. Allez, ils sont pas corrects. Hein. Je trouve que bon, il y a des événements qui sont passés il y a 200 ans. Il doit quand même un peu oublier les choses. La Belgique a contourné le problème en éditant une pièce de collection de 2,50 € pour se rappeler de son 18 juin 1815, toujours pas digéré par les Français. Et on revient à vos préoccupations du moment. Aujourd'hui, c'est Valérie Heurtel qui vous répond. Première question. Depuis 15 jours, je peux rendre visite à ma mère en EHPAD. A-t-on le droit de m'empêcher de lui apporter des douceurs ? Alors, au plus fort de la crise, c'était interdit. Vous savez, on avait peur qu'il y ait du virus sur tous ces petits cadeaux. Et c'est encore le cas dans certains établissements, mais ce sera bientôt autorisé partout. Donc, un peu de patience, vous allez bientôt pouvoir partager vos chocolats. Bon, autre question. Avec la Covid, notre centre de loisirs habituel n'accueillera nos enfants qu'un jour ou 2 par semaine. Qu'est-ce que le gouvernement a prévu pour aider les parents ? Alors, pour aider les parents à occuper les enfants, des écoles resteront ouvertes tout l'été. Au programme, soutien scolaire le matin, jeux et sport l'après-midi. Et il y aura les centres de loisirs. Donc ça, c'est pour l'accueil dans la journée. Pour des séjours d'une semaine, des colonies de vacances apprenantes accueilleront les enfants pour apprendre des choses tout en s'amusant. Et puis ceux qui habitent à la campagne ou sur la côte pourront partir avec des écoles ouvertes buissonnières. Ce sera réservé en priorité aux familles les plus modestes. L'idée, vous le savez, c'est de rattraper le retard scolaire qui a été accumulé pendant le confinement, tout en prenant du bon temps. Effectivement. Enfin, Malo nous a écrit de Normandie. Je m'occupe d'un club de randonnée. Je souhaiterais savoir quelles sont les consignes pour les randonnées en groupe. Alors Malo, la consigne, c'est pas plus de 10 par groupe, respecter 2 mètres entre chaque marcheur et 5 mètres si vous marchez très vite ou alors en marche nordique. C'est plus d'efforts, donc c'est plus de postillons. Et puis, conseil du médecin de la Fédération de randonnée, pas de masque pendant l'effort. Et puis on y va mollo au début, si on n'a pas randonné. Depuis longtemps, il faut être prudent. Et oui, effectivement. Merci beaucoup Valérie. On continue d'en prendre plein les yeux avec notre voyage sur l'île de Pâques. Aujourd'hui, on va vraiment découvrir où et comment ces moailles gigantesques et classées au patrimoine mondial de l'UNESCO ont été sculptées. On est aussi avec les habitants de l'île qui ont appris à vivre loin de tout. C'est toujours avec Christelle Méral, Mathieu Nivenglowski et Gaël Liabeuf. Saltan sur l'île de Pâques. Le premier avion du jour atterrit avec 8 heures de retard. Le vol s'est bien passé, juste un peu secoué. En guise de consolation, un cadeau de bienvenue. Il y a 2 vols par jour venant du Chili. Ils permettent aussi de ravitailler l'île. L'essentiel des produits consommés est importé.
tous les commerçants récupèrent leurs marchandises à l'aéroport. Lia Hernandez dirige une supérette. On vient chercher l'eau, le vin, les conserves, le papier toilette. À quelques kilomètres de l'aéroport, son entrepôt, une caverne d'Ali Baba. Tout ça, toutes ces marchandises, c'est pour que l'on tienne au moins un mois, au cas où les avions n'arrivent pas. Sur l'île, les produits sont 30% plus chers qu'au Chili, le pays de tutelle, à cause du transport par avion. C'est cher. C'est comme en Polynésie à Wawoda, hein? Presque pareil. L'île de Pâques, loin de tout. Préoccupation majeure, pouvoir se faire soigner. Il existe un hôpital, le seul, 4000 km à la ronde. Un établissement équipé pour soigner le plus de pathologies possibles, avec même un scanner. Et une salle de rééducation. En cas de maladie grave, cancer, maladie cardiovasculaire, les habitants reçoivent des soins gratuitement au Chili. C'est le paradis ici. Il n'y a pas de grand hôpital tout près. C'est le prix à payer pour vivre au calme. Un hôpital qui accueille aussi les touristes. Pour ces Français, tout va pour le mieux. C'est celui-là. Voilà. Voilà un site exceptionnel. Celui où étaient sculptés les géants de pierre entre le XIIe et le XVe siècle. Des moailles taillées à même les parois à l'aide de gros outils. Celui-ci, il est très bon. La taille. Et tout peut tailler. Et ça, avec des poids, il peut faire quelque chose. Certaines statues sont restées figées dans la pierre. Là, on distingue le nez, la bouche, le menton. Comment ont-elles été extraites? Voici une hypothèse. Les habitants creusent des trous sous le moaille pour le dégager de la roche. Puis il est glissé le long de la pente jusque dans un trou en contrebas. Le moaille, 4 mètres de haut, est redressé. Reste à le déplacer vers l'un des sites, à parfois 15 km. Le géant, 15 tonnes, est transporté sur un traîneau tiré sur des troncs à l'aide de cordes. Un travail colossal. 10 personnes, il n'a pas réussi. 50, il n'a pas réussi. 100 personnes, il avance. Et on va tirer. Certains archéologues avancent une autre supposition, inspirée des légendes locales. Le moaille marche. Les hommes tirent d'un côté puis de l'autre pour le déplacer, un peu comme un réfrigérateur. Impossible pour le guide des Français, car les chemins sont trop escarpés. Il y a plusieurs types de trains. Aux environs du XVIIe siècle, la construction des moailles a cessé. Guerre de clans, épidémie, une énigme de plus sur l'île de Pâques. Découvrir cette civilisation. Et donner des cours de français. C'est ce qui a incité Bénédicte Hazard à venir en 2012. Puis sa fille est née de son amour avec ce restaurateur. Le destin a fait qu'il y avait beaucoup plus que le travail qui devait m'amener jusqu'ici. Et voilà, donc aujourd'hui, maintenant ça fait 8 ans. J'ai rencontré Tuti, un Pascouan très, très authentique. Très authentique, très défenseur de sa culture. Une culture sacrée, des sculptures uniques. Et pourtant, le célèbre patrimoine de l'île de Pâques est en danger, un peu plus fragilisé, jour après jour. À suivre le journal météo de Chloé Nabédian, puis les après-midi de France 2. Ce soir à 20h, vous retrouverez Anne-Sophie Lapix et ce sera la grande soirée de l'info.
Envoyé spécial avec Élise Lucet, complément d'enquête avec Jacques Cardoz. On se quitte avec ces belles images rythmées par le chant des partisans. Les patrouilles de France et britanniques ont survolé en fin de matinée le Mont Valérien dans le cadre des commémorations de l'appel du 18 juin. Bon après-midi. Demain, c'est Nathanaël de Rinxin qui vous accompagnera à 13h.